5 heures du matin à l'aéroport de Charleroi. Nous avons de petites mines, certains d'entre nous ont à peine dormi. Mais ce n'est rien à côté de l'épreuve que nous allons traverser. L'histoire que nous allons vous raconter est vraie. C'est le récit d'une jeune fille de notre âge, une adolescente insouciante qui aimait s'amuser et passer du temps avec ses amis. Nous préparons nos cartes d'identité, précieux sésame pour voyager. En 1944, Simone aurait sans doute voulu la même pour échapper au cauchemar. À 17 ans à peine, elle a été arrêtée à Nice avant d'être déportée vers une destination imaginaire. Les Juifs l'avaient baptisé Pichipoy, à défaut de connaître son vrai nom, Auschwitz. Le convoi s'est immobilisé en pleine nuit. Avant même l'ouverture des portes, nous avons été assaillis par les cris des SS et les aboiements des chiens. Puis, les projecteurs aveuglants, la rampe de débarquement, la scène avait un caractère irréel. On nous arrachait à l'horreur du voyage pour nous précipiter en plein cauchemar. Nous étions au terme du périple, le camp d'Auschwitz-Birkenau. C'est ici que nous sommes. C'est ce qu'on appelle la rampe des Juifs. Et donc quand on arrivait ici, elle est arrivée ici le 15 avril, tout le monde doit descendre et il y a ce qu'on appelle la sélection. Alors la sélection c'est quoi? Il y a quelqu'un, un médecin SS qui se met et qui regarde les gens en disant de quel côté ils doivent aller. Alors les gens doivent marcher d'ici jusqu'au camp de Birkenau. Et ils disent aux plus faibles et aux mamans qui sont accompagnées d'enfants, ne marchez pas, ne vous inquiétez pas. On a mis des camions là, on va vous transporter directement avec les camions. Il y a des mamans, il y a des gens plus âgés qui décident de monter dans ces camions. Ces camions, on saura plus tard qu'ils allaient directement à la chambre à gaz. Puis Simone entend une voix, dis que tu as 18 ans, dis que tu as 18 ans. Ce qui lui permet de rentrer dans le camp avec sa maman et avec sa sœur. Maman, ma sœur, Milou et moi avons marché avec les autres femmes, celles de la bonne file, jusqu'à un bâtiment éloigné en béton, muni d'une seule fenêtre, où nous attendaient les capots, des brutes. Même si c'étaient des déportés, comme nous, elles nous pressaient sans ménagement. « Donnez-nous tout ce que vous avez, parce que de toute façon, vous ne garderez rien. » Nous avons tout donné, bijoux, montres, alliances. Après cela, plus rien pendant des heures. Pas un mot, pas un mouvement, jusqu'à la fin de la nuit, entassés dans le bâtiment. Puis les capots nous ont fait lever et mettre en rang, par ordre alphabétique. Et nous sommes passés l'une après l'autre devant des déportés qui nous ont tatoués. Aussitôt m'est venue la pensée que ce qui nous arrivait était irréversible. On est là pour ne plus sortir. Il n'y a plus aucun espoir. Nous ne sommes plus des personnes humaines, seulement du bétail. Un tatouage, c'est indélébile. C'était sinistrement vrai. Ce récit nous laisse sans voix. Le froid nous glace tout autant que cette histoire. Nous marchons à travers le camp de Birkenau, des centaines d'hectares qui nous donnent le tournis. Le pire est à venir. Au printemps 1944, les autorités du camp avaient décidé de prolonger la rampe de débarquement des convois pour la rapprocher des chambres à gaz. Les déportés ont été requis pour cette prolongation, permettant ainsi d'accélérer l'acheminement des convois. Nous portions des pierres et faisions le terrassement. Vaille que vaille, nous nous faisions à l'effroyable ambiance qui régnait dans le camp. La pestilence des corps brûlés, la fumée qui obscurcissait le ciel en permanence, la boue partout, l'humidité pénétrante des marais. Aujourd'hui, lorsqu'on se rend sur le site, malgré le décor des baraques, des miradors et des barbelés, presque tout ce qui faisait Auschwitz a disparu. On ne voit pas ce qui a pu se dérouler en ces lieux. Pour nous, les filles de Birkenau, ce fut peut-être l'arrivée des Hongrois qui donna la véritable mesure du cauchemar dans lequel nous étions plongés.
L'industrie du massacre atteignit alors des sommets. Plus de 400 000 personnes furent exterminées en moins de 3 mois. On a beau se préparer à ce genre de choses, c'est impossible de prévoir la réaction. Parce qu'on a beau voir des choses en photo des dizaines de fois et se préparer en lisant des témoignages, c'est pas possible de se préparer. Je voyais des centaines de malheureux descendre du train, aussi démunis et hagards que nous quelques semaines plus tôt. La plupart étaient directement envoyés à la chambre à gaz. Les Juifs, jugés inaptes au travail, des femmes, des enfants, des personnes âgées, attendaient dans ces bois avant de descendre dans la chambre à gaz. Ils devaient se déshabiller dans une salle en sous-sol et ensuite entrer dans une chambre à gaz semblable à celle-ci. Les trous au plafond permettaient aux Allemands de répandre le gaz mortel. Les corps étaient ensuite transférés vers les fours crématoires. Détruit par les Allemands à la fin de la guerre, il ne reste aujourd'hui que des ruines de celui-ci. Et donc, il y avait 5 fours crématoires. On mettait normalement 2 cadavres tête bêche à l'intérieur d'un chariot et on poussait le chariot. D'ailleurs, tout à l'heure, vous verrez, il y a encore des rails. On voit encore des rails. Et puis, s'il restait des esquisses osseuses, il y avait certains prisonniers qui étaient chargés de piler avec un pilon le reste des esquisses osseuses, et les cendres de ces personnes étaient renversées dans ce qu'on appelle les lacs de cendres. Donc c'est les 2 petits points d'eau que vous voyez derrière moi. C'est là qu'on déversait les cendres, et les cendres se mélangeaient à l'eau, et donc on en remettait au fur et à mesure. Une épouvantable tristesse m'étreignait en voyant éparpillés au sol les vêtements des personnes qui venaient d'être gazées. Toutes ces affaires étaient ensuite ramassées et expédiées au Canada, surnom du commando où s'effectuait le tri des bagages. Je sais pas comment on peut faire ça à d'autres gens en fait. Comment une personne peut se dire un matin, bah tiens, on va exterminer des gosses quoi. Pour vous, c'est important ce qu'on fait ici, la visite? Ouais, quand même. Pour se rendre compte un peu de ce qui s'est passé, parce que c'est pas dans les bouquins que on voit ce qu'il y a sur place, la tonne de chaussures, la tonne de cheveux, on s'en rend pas compte quoi. Que là, on le vit quoi. Maintenant, c'est des réactions à chaud. Je pense que ce genre de choses, il faut réussir à prendre du recul, à l'avaler pour pouvoir après l'exploiter le mieux possible et le passer le mieux possible aux autres et aux générations futures. C'est le but. Mais c'est vrai que les premières réactions sont toujours très très difficiles. Les larmes remplissent nos cœurs. Nous ne comprenons pas ce qui a pu se produire en ces lieux. Simone Veil a vécu plusieurs mois dans ce camp avant d'être envoyée dans un autre commando à Bobrek. Elle reviendra à Auschwitz suite à l'avancée des troupes soviétiques et sera forcée d'effectuer une véritable marche de la mort vers l'Allemagne. Nous avons entamé une mémorable longue marche de la mort de 70 km, véritable cauchemar des survivants par un froid de quelques 30 degrés en dessous de zéro. Ce fut un épisode particulièrement atroce. Ceux qui tombaient étaient aussitôt abattus. Simone, sa mère et sa sœur sont finalement arrivées en Allemagne au camp de Bergen-Belsen le 30 janvier 1945. Sa mère est morte le 15 mars après avoir attrapé le typhus. Les troupes anglaises ont mis des mois à libérer ce camp, ce n'est que le 23 mai 1945 qu'elle rentre à Paris. Rien ne s'efface. Les convois, le travail, l'enfermement, les baraques, la maladie, le froid, le manque de sommeil, la faim, les humiliations, l'avilissement, les coups, les cris. Non, rien ne peut ni ne doit être oublié.